C'est moi. Je suis Ablaye Deyoko. Je suis né à Kati. J'ai à peu près 75 ans, donc je suis quand même d'un âge raisonnable. Et pour aller droit au but, je suis promoteur de cette école, qui est une école qui forme des architectes, des ingénieurs et des urbanistes. Ce que nous appelons ici les métiers de la ville. Bon, je vais quand même résumer, parce qu'un homme de 75 ans, il dit de parler des parcours scolaires. Bon, disons que je suis né en temps colonial. Et la particularité en notre temps, c'était qu'après l'indépendance, il y avait l'Union Guinée-Ghana-Mali. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça a une importance dans ce que je vais vous dire après. Où un élève malien, après le CEP et l'entrée en 6e, avait le choix d'aller ou en Guinée ou au Ghana. On m'a donné une bourse pour aller en Guinée. Et j'ai été un des premiers élèves du lycée de l'Abbé. À l'époque, Sékou Touré venait de créer le lycée. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Après, j'ai été au lycée de Donka parce que je suis tombé malade. Et il y a eu la grande grève des étudiants, des élèves en Guinée. Et j'ai demandé à rejoindre le Mali. Donc, je suis venu terminer mes études au lycée Askia Mohamed. Après le bac, j'ai fait des études de météorologie au Maroc, où je suis sorti comme technicien supérieur à l'époque. Parce qu'il fallait, au départ des colons ou autres, il fallait équiper nos services techniques et il n'y en avait pas. Mais 1 an après mes études, on m'a envoyé en France où je devais continuer en météorologie. Mais j'ai préféré changer de branche. Pourquoi? Parce que j'étais attiré par la ville. Pour la simple raison que je vous ai dit que je suis né à Kati. Mon père était receveur des PTT. Et je suis né à la poste de Kati. Et comme à l'époque, il y avait beaucoup de déplacements des fonctionnaires, de mutations, mon père a fait le Bénin, il a fait la Guinée, il a fait le Sénégal, et il a terminé sa carrière à Sofara. Donc partout où on était logé à la poste. Et je voyais que les villes africaines que j'ai vues dans mon enfance, il y avait toujours le quartier européen et le quartier africain. C'est ça qui m'a un peu impressionné. Quand on est dans le quartier européen, les rues sont droites, sont bien faites, les magasins, les trucs, il y avait un type d'architecture. Et quand on est dans le quartier africain, les 3/4 du temps, ce n'était pas aménagé. Donc quand je suis arrivé en France et que j'ai assisté à des conférences, j'ai appris qu'il y a une matière où on peut aménager les villes, c'est l'urbanisme. Et donc je suis parti m'inscrire à l'Institut d'urbanisme pour m'orienter dans la fabrique de la ville. Donc si vous voulez, voilà un peu. Et là-bas, j'ai fait un doctorat à la Sorbonne en urbanisme et un doctorat en aménagement du territoire à l'IEDS. L'IEDS, c'est l'Institut d'études de développement économique et social, qui est aussi un institut rattaché aussi à la Sorbonne. Donc si vous voulez, qu'est-ce que je voulais faire? C'est non seulement aménager la ville en tant que telle, mais voir aussi le territoire dans son entité, parce que un territoire est organisé aussi en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Voilà pourquoi j'ai fait les 2 filières. Je dois vous dire d'abord qu'en m'inscrivant à mon doctorat à la Sorbonne, j'ai rencontré un très grand professeur, Yves Babono, qui travaillait beaucoup plus en Union soviétique, celui qui a fait un des métros d'ailleurs de Moscou, donc un très grand professeur. Et j'ai frappé à sa porte pour dire je vais m'inscrire avec lui au doctorat.
Il m'a dit, j'accepte à condition que tu fasses de la recherche et de l'enseignement. Sinon, le diplôme que tu as, ça peut te permettre de gagner plus. Mais quand tu fais un doctorat, c'est pour faire de la recherche et c'est pour faire de l'enseignement. Ce n'est pas pour se faire de l'argent. Si tu me promets ça, j'accepte d'être ton directeur de mémoire. Mais si c'est vraiment pour avoir un doctorat et être dans un bureau, vraiment, je m'excuse, je ne peux pas vous former dans ce domaine. C'est ce qui explique un peu pourquoi j'ai fait l'école. J'ai travaillé à l'urbanisme et j'ai été chef de division. Après, j'ai été directeur adjoint de l'urbanisme. Au Mali, ici? Au Mali. En 86. Et j'ai quitté la direction parce que je ne m'attendais pas avec le ministre. Et j'ai été directeur adjoint de la SNED, qui était une société nationale d'études pour le développement que le Mali avait créée, qui était rattachée au plan, qui m'a permis aussi de faire le montage des projets. Ça m'a servi aussi dans mon parcours. Donc si vous voulez, voilà un peu. Mais là, après, en 90, jusqu'en 94, j'ai été fonctionnaire international au Burkina. Et j'ai enseigné à l'IPD, l'Institut panafricain pour le développement, qui est un grand institut international à Ouaga. Et aussi, j'ai contribué aussi à la mise en place de la stratégie d'aménagement du Grand Ouaga, où j'étais chef de mission. Et je suis rentré au Mali. D'ailleurs, c'est Alpha Oumar Konaré qui m'a fait venir, parce que c'est un ami que j'ai connu quand j'étais en activité. Et je suis rentré au Mali après. Mais j'ai demandé au président Alpha que je préfère rester à mon compte. Donc, comme j'ai dit, j'ai promis à mon professeur d'enseigner. Et quand je suis rentré au Mali, j'étais directeur adjoint de l'urbanisme, mais j'ai enseigné. De 77 jusqu'en 86, j'ai enseigné à l'ENI l'urbanisme. Et j'ai eu à former quand même pas mal de jeunes. Maintenant, les 3 quarts sont à la retraite maintenant. Ça veut dire que moi, j'ai dépassé la retraite. Mais j'ai eu à former quand même des gens brillants. Un des gens brillants, c'est l'enseignant Bala Keïta, qui a été ministre de l'urbanisme, que j'ai encadré en tant que directeur de mémoire. J'ai encadré aussi Djibril Tal, qui a été directeur de l'ONT pendant plus de 10 ans. J'ai été son directeur de mémoire. J'ai été le directeur de mémoire de dossier Drissa Koulibaly, qu'on appelle Audrey, qui est maintenant le PDG de la CEMA et qui a une entreprise qui s'appelle GME. J'ai eu comme étudiant, mais pas comme encadreur, le promoteur de Sira, Koulibaly, que j'ai eu comme étudiant, maintenant qui est devenu un grand. J'ai encadré aussi Danda, un Nigérien qui a été Premier ministre. J'ai eu comme étudiant aussi le frère de Idriss Déby, Moulay Déby, qui était à l'ENI. Je faisais partie de son jury. Ce sont mes anciens étudiants qui m'ont dit, mais monsieur, pourquoi tu ne fais pas une école d'urbanisme? Parce qu'en réalité, c'est ça qui m'avait encouragé. Mais j'ai toujours enseigné et je n'avais pas peut-être envie de créer une école. Et ce sont mes anciens étudiants qui m'ont dit de créer un truc d'urbanisme parce qu'on en avait besoin. Et même moi-même, quand j'étais à la direction de l'urbanisme, il y avait ce métier qui manquait parce que les plans d'aménagement des villes, il fallait les faire, mais il fallait une technicité. On faisait toujours appel à des experts. Vous savez que dans nos pays, la préférence souvent, c'est les experts qui viennent faire des grandes études. Et puis, nous, on est chargé de les appliquer, mais souvent, ça tombe dans les tiroirs. Parce que quelqu'un qui a des modèles déjà faits en Europe, qui vient adapter en changeant certaines choses, c'est difficile.
Donc c'est ainsi que j'ai eu l'idée de créer une école d'urbanisme. J'ai ajouté l'architecture parce que au moment où j'ai demandé l'agrément au professeur Mohamed Lamine, paix à son âme, qui est le président du MIREA, Cheikh Oumar était ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko. Il m'a dit, écoute, ajoute l'architecture parce que, en tant que ministre de la Culture, il n'y a aucun architecte dans le département. On a beaucoup de monuments et sites à classer et il n'y a rien. Donc voilà un peu comment j'ai réorganisé mon programme pour faire l'ESIO, l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, que j'ai appelé les métiers de la ville, c'est-à-dire le génie civil, l'étude des matériaux locaux, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'architecture locale. L'architecture, parce que, comme je dis, on m'a amené dans ce métier depuis que j'étais étudiant, et l'urbanisme qui est ma grande passion. On a eu des 7 étudiants en 2012. On était à peu près plus d'une centaine. Mais, vous savez que quand on réussit, il y a l'échec dedans aussi. Du moins, il y a des difficultés. Et je n'avais pas compris que des collègues architectes qui avaient fait des études à l'extérieur n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Mais ils ne me l'ont jamais dit directement. Donc je suis resté dans le flou, je ne savais vraiment pas. Si je savais quand même, j'allais prendre des dispositions, mais je ne savais pas que... Soit c'était par jalousie, soit c'était par raison personnelle dont je ne suis pas capable de dire. Et c'est à partir de 2012 que je me suis rendu compte que je n'étais pas aimé par les architectes, enfin par l'ordre, hein, pas tous les architectes, parce qu'il y a des architectes qui enseignent ici. Je ne peux pas frapper tout le monde par le même bateau, c'est pas bien. Mais c'est quelques gens qui ont pris le bureau de l'ordre en otage et qui en ont fait un problème. Donc voilà un peu. Et je me suis rendu compte quand, en 2012, comme je disais, le premier sortant, dont mon fils, est sorti en 2012, il a fini en 2012. Non, 2012-2013. Et les autres collègues de mon fils ont essayé de s'inscrire à l'ordre des architectes. Ils ont eu la grande surprise de constater qu'on les a répondu pour dire non avec l'Union internationale des architectes, avec l'école d'architecture de Lomé, l'EAMO, l'école africaine et malgache de l'architecture de Lomé. On a mis une commission en place. On va examiner votre diplôme. Je ne comprenais pas ça du tout. J'ai dit, mais comment ça se fait ça? Le ministère reconnaît le diplôme. Chacun d'entre nous, quand tu finis, tu vas au ministère, à la direction générale de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Il y a une cellule qui est une commission d'équivalence, on donne l'équivalence. Et c'est l'ordre des architectes qui refuse ça. Bon, ça c'est malien, vous savez, au Mali, il y a plein de contradictions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En 2014, on a dit, puisqu'ils ne veulent pas de nous, en disant, bon, on n'aime pas cette école, mais ils ne disent pas que l'école n'est pas bien, hein. Ils disent, on ne reconnaît pas. Bon, c'est facile. J'ai réuni mes gens en disant, on va faire des concours pour voir, parce que l'architecture, c'est le concours, hein, où on gagne ou on perd. Et comme chaque année, il y a des concours entre les écoles d'architecture, nous avons regardé sur l'Internet, on est tombé sur un bon concours, un bon thème. C'est la restructuration écologique d'un bidonville et adaptation au changement climatique. Donc c'est un bon thème. J'ai réuni mes étudiants, y compris mon fils, et je les ai dit, on va faire ce concours-là. C'est un concours international qui devait avoir lieu au Sénat de Paris, co-présidé par Yves Dauge. Yves Dauge était sénateur à l'époque et c'était le rapporteur de la loi sur l'architecture en France. Donc on ne peut pas dire quand même que c'est un truc. Donc sur 36 pays représentés à ce concours, on a été numéro 2. L'Inde a été premier,
non, le Liban a été premier, nous on a été deuxième, l'Inde a été troisième, l'Arménie quatrième. Moi, mon école, l'Institut d'Urbain de Paris, où j'ai fait mes études, on était septième. Donc vous voyez que notre pédagogie quand même n'est pas en reste, parce qu'on a quand même l'appui de l'école d'architecture de Toulouse qui nous a donné un bon programme, qui nous a appuyé, qui a formé les professeurs. Donc on était quand même à la hauteur, parce que pour savoir qu'on est à la hauteur, c'est le concours. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il semblerait que des collègues sont partis voir le président ATT pour lui dire de fermer l'école. Mais je ne sais pas lesquels, je ne peux pas dire, on m'a dit. Et que c'est un danger pour le Mali. ATT a dit, ah, si je ferme l'école, est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Ils ont dit, non, 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 c'est l'État qui doit ouvrir l'école. Une école d'architecture, c'est vraiment une école où l'État peut faire. Il dit, mais vous êtes privé ou public? Il dit, on est privé. Il dit, ah, c'est l'État qui forme pour les privés? Oh, d'accord, j'ai compris, allez-y. Alors, en 2010, on devait donner la médaille à 200 récipiendaires qui ont accompagné l'indépendance. Curieusement, je me suis trouvé dans cette équipe. Et donc, en me donnant la médaille, ATT m'a serré la main en me disant, nous savons tout ce que vous faites. Continuez. Voilà pourquoi j'ai gardé cette photo. Après la médaille, j'ai demandé audience à aller rencontrer ATT. Je l'ai remercié. J'ai dit, mais monsieur le président, vous m'avez donné la médaille, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, mais vous avez fait une école? J'ai dit, mais n'importe qui peut faire. Il dit, là, n'importe qui ne peut pas faire une école, et surtout ce que vous avez fait là. Il y a 8 comme toi qui sont venus me dire de fermer l'école, mais eux, ils ne peuvent pas le faire à 8, à plus forte raison chacun. D'abord, le message va à l'endroit de l'État. Parce que depuis que l'école a été créée, l'Ordre des architectes refuse d'adhérer nos étudiants à l'ordre. Autrement dit, ils exercent dans l'illégalité. Et ça, on ne peut pas créer une école et permettre à ce que les gens exercent dans l'illégalité. Et il y a une indifférence notoire de l'État malien par ça. Nos étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur a écrit au ministre de l'Habitat pour dire d'inscrire nos gens. Il n'y a pas eu de réponse. Maintenant, à l'endroit des jeunes, c'est de faire en sorte que ce que nous faisons ici, qu'on ait confiance en nous. Une école privée, quelle que soit l'école, le promoteur a un souci d'innover, quelle que soit l'école. Ce n'est pas seulement les shows, hein, c'est toutes les écoles. Parce que quand on crée, c'est qu'on aime les enfants. Mais il y a d'autres qui disent non, l'école est ici, on fait du... Donc ça décourage les jeunes. Et tous les jeunes veulent aller en Europe. Est-ce que nous, on peut mettre un enfant au monde et le confier aux Européens parce qu'ils ont des bonnes écoles? Est-ce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de former nos gens selon ce dont on a besoin? Je crois que c'est ça que je vais lancer un cri aux enfants, de ne pas voir l'Europe. On peut aller pendant les vacances si on veut, mais il faut s'affirmer dans son pays. Et s'ils le veulent, ils peuvent le faire, parce que les meilleurs footballeurs en Europe, c'est qui? Ce n'est pas des Africains. Ils ne peuvent pas être des meilleurs architectes, des meilleurs ingénieurs ici, et se vendre en Europe que d'aller mourir à la Méditerranée parce qu'on veut aller en Europe.